L'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens, plébéiens, barons, serfs. En un mot, oppresseurs et opprimés, en constante opposition, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours, ou par la transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous remarquons presque partout une division hiérarchique de la société, une échelle graduée des positions sociales. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'ère de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps opposés, en deux classes ennemies, la bourgeoisie et le prolétariat. L'ancien mode de production ne pouvait plus satisfaire aux besoins qui croissaient avec l'ouverture des nouveaux marchés. Mais les marchés s'agrandissaient sans cesse, la demande croissait toujours. La petite bourgeoisie manufacturière céda la place aux industriels millionnaires. La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, de tous les moyens de communication. Ce développement réagit à son tour sur la marche de l'industrie. Et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les voies de chemin de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes transmises par le Moyen-Âge. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les professions jusqu'alors réputées vénérables et vénérées. Du médecin, du juriste, du prêtre, du poète, du savant. Elle a fait des travailleurs salariés. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. La bourgeoisie n'existe qu'à la condition de révolutionner sans cesse les instruments de travail, ce qui veut dire le mode de production, ce qui veut dire tous les rapports sociaux. Ce constant ébranlement de mode de production, ce bouleversement continuel de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux et traditionnels, avec leur cortège de croyances et d'idées admises et vénérées, se dissolvent. Tout ce qui était solide et stable est ébranlé. Tout ce qui est sacré est profané, poussé par le besoin de débouchés toujours nouveaux. La bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut pénétrer partout, s'établir partout, créer partout des moyens de communication. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au désespoir des réactionnaires, la bourgeoisie a enlevé à l'industrie sa base nationale. Toutes les industries nationales sont détruites ou sur le point de l'être. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d'énormes cités. Elle a prodigieusement augmenté la population des villes au désespoir de celle des campagnes. La conséquence fatale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes, reliées entre elles par des liens fédéraux, mais ayant des lois, des intérêts, des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été réunis sous une seule nation, un seul gouvernement, une seule loi, un seul tarif douanier et un seul intérêt national de classe. Avec le développement de la bourgeoisie, c'est-à-dire du capital, se développe le prolétariat. La classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent plus dès que leur travail cesse d'augmenter le capital. Les ouvriers, contraints de se vendre au jour le jour, sont une marchandise, comme tout autre article de commerce. Ils subissent par conséquent toutes les vicissitudes de la concurrence, toutes les fluctuations du marché,
l'introduction des machines et la division du travail, dépouillant le travail de l'ouvrier de son caractère individuel, lui ont enlevé tout attrait. Le producteur devient un simple appendice de la machine. On exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, le coût du salaire ouvrier se réduit à peu près aux moyens d'entretien dont il a besoin pour vivre et propager sa race. Or, l'industrie, en se développant, non seulement grossit le nombre de prolétaires, mais les concentre en des masses plus considérables. Les prolétaires augmentent en force et prennent conscience de leur force. Parfois, les ouvriers triomphent. Mais c'est un triomphe éphémère. On nous a reproché de vouloir abolir la propriété personnelle. Propriété que l'on déclare être la base de toute liberté, de toute activité, de toute indépendance individuelle. Propriété personnelle, fruit du travail d'un seul homme. Est-ce que le travail salarié crée de la propriété pour le prolétaire? Nullement. Il crée le capital, c'est-à-dire la propriété qui exploite le travail salarié et qui ne peut s'accroître qu'à la condition de créer du nouveau travail salarié afin d'exploiter le prolétaire à nouveau. Être capitaliste signifie non seulement occuper une position personnelle, mais encore une position sociale dans l'échelle de la production. Le capital est un produit collectif. Il ne peut être mis en mouvement que par les efforts combinés de beaucoup de membres de la société, et même, en dernière instance, que par les efforts combinés de tous les membres de la société. Le prix moyen du travail ouvrier est le minimum du salaire, c'est-à-dire les moyens d'existence dont l'ouvrier a besoin pour vivre en ouvrier. Ce que nous voulons, c'est supprimer ce triste mode d'appropriation qui fait que l'ouvrier ne vit que pour accroître le capital et ne vit qu'autant que l'exigent les intérêts de la classe régnante. Vous êtes saisis d'horreur parce que nous voulons abolir la propriété personnelle. Mais dans votre société, la propriété personnelle est abolie pour les 9/10 de ses membres. C'est précisément parce qu'elle n'existe pas pour ces 9/10 qu'elle peut exister pour vous. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une forme de la propriété qui ne peut exister qu'à la condition d'exclure la plupart des membres de la société de toute propriété. En un mot, vous nous reprochez de vouloir abolir votre propriété à vous. À la vérité, c'est bien là notre intention. Ô femmes, c'est pour vous que j'accorde ma lyre. Ô femmes, c'est pour vous qu'en mon brûlant délire, d'un usage orgueilleux bravant les vains efforts, je laisse enfin ma voix exprimer mes transports. Assez! Et trop longtemps la honteuse ignorance a jusqu'en vos vieux jours prolongé votre enfance. Assez! Et trop longtemps les hommes égarés ont craint de voir en vous des censeurs éclairés. Les temps sont arrivés, la raison vous appelle, femmes, réveillez-vous et soyez dignes d'elle. L'homme injuste, jaloux de tout assujettir, sous la loi du plus fort veut nous asservir. Il feint, dans sa compagne et sa consolatrice, de ne voir qu'un objet créé pour son caprice. Il trouve dans nos bras le bonheur qui le fuit, son orgueil s'en étonne, son front en rougit. Nos talents, nos vertus, nos grâces séduisantes deviennent à ses yeux des armes dégradantes dont nous devons chercher à nous faire un appui pour mériter l'honneur d'arriver jusqu'à lui. Il étouffe en nos cœurs le germe de la gloire.
Il nous fait une loi de craindre la victoire pour exercer en paix un empire absolu. Il fait de la douceur notre seule vertu. C'est par des traits plus sûrs qu'il faut montrer aux hommes tout ce que nous pouvons et tout ce que nous sommes. C'est à les admirer qu'on veut nous obliger. C'est en les imitant qu'il faut nous en venger. Science, poésie, art, qu'il nous interdit, source de volupté qui les immortalise. Venez et faites voir à la postérité qu'il est aussi pour nous une immortalité. Déjà plus d'une femme osant braver l'envie au danger de sa gloire a consacré sa vie. Déjà plus d'une femme en sa fière vertu pour les droits de son sexe ardente a combattu. Et d'où naîtrait en nous une crainte servile? Ce feu qui nous dévore est-il donc inutile? Ce feu qui dans nos cœurs a daigné l'allumer, dit-il que sans paraître il doit nous consumer? Est-il écrit sur nos fronts entrés de flammes? L'homme doit régner seul et soumettre la femme? Écoutons cependant ce que nous dit le sage. Femme, est-ce bien vous qui parlez d'esclavage? Vous, dans le seul pouvoir pour nous subjuguer tous. Vous, qui nous enchaînez tremblantes à vos genoux. Vos attraits, vos pleurs fins, vos perfides caresses, ne suffisent-elles pas à vous rendre maîtresse? Eh, qu'avez-vous besoin de moyens superflus? Vous nous tyrannisez. Que vous faut-il de plus? Ce qu'il nous faut de plus, un pouvoir légitime, la ruse et le recours d'un être qu'on opprime. Il est temps que la paix enfin nous soit offerte. De l'étude, des arts, la carrière est ouverte. Oh, mais nous y volons. C'est là que l'univers jugera si nos mains doivent porter des fers. Mais déjà mis le voix en blâmer notre audace. On s'agite. On murmure, on s'étonne, on menace. On veut nous arracher la plume et le pinceau. Chacun a contre nous sa chanson, ses bons mots. L'un vient ignorant et sot, avec ironie nous citer de Molière un vers qui laisse trop pire. L'autre vint par système et jaloux par métier, dit d'un air dédaigneux. De jeunes gens à peine échappés du collège discutent hardiment nos droits et leurs privilèges, et les arrêts dictés par la fatuité, la mode, l'ignorance et la futilité, répétés en écho par ces juges imberbes, après 2 ou 3 jours sont passés en proverbe. Ah, détournons les yeux de cet affreux tableau. Femme, reprenons la plume et le pinceau. Laissons le moraliste employer le sophisme utilisé en vain l'effort du despotisme. Laissons-le employer des mots insidieux, dégrader notre sexe et vanter nos beaux yeux. Laissons l'anatomiste aveugle en sa science, d'une fibre avec art, calculer la puissance et du plus et du moins inférer sans appel que sa femme lui doit un respect éternel. La nature a des droits qu'il ignore lui-même. On ne la courbe pas sous le poids d'un système. Ô femmes, qui brûlez de l'ardeur qui m'anime, cessez donc d'étouffer un transport légitime. Des hommes, dédaignez l'ambitieux courroux. Ils ne peuvent juger ce qui se passe en vous. Qu'ils dirigent l'État, que leurs bras le protègent. Nous leur abandonnons ce noble privilège. Nous leur abandonnons le prix de la valeur. Mais
Les arts sont à tous, ainsi que le bonheur. Sans doute il est trop tard pour parler encore d'elle. Depuis qu'elle n'est plus, 15 jours sont passés. Et dans ce pays-ci, 15 jours, je le sais, font d'une mort récente une vieille nouvelle. Quelques noms d'ailleurs que le regret s'appelle l'homme, par tout pays, en a bien vite assez. Oh, Maria Felicia. Le peintre et le poète laissent en expirant d'immortels héritiers. Jamais la fausse nuit ne les prend tout entiers. À défaut d'action, leur grande âme, inquiète de la mort et du temps, entreprend la conquête et, frappé dans la lutte, ils tombent en guerrier. Celui-là, sur l'airain, a gravé sa pensée. Dans un rythme doré, l'autre l'a cadencé. Du moment qu'on l'écoute, on lui devient ami. Sur sa toile, en mourant, Raphaël l'a laissé, et pour que le néant ne touche point à lui, s'est passé d'un enfant sur sa mère endormie. Recevant d'âge en âge une nouvelle vie, ainsi s'en vont à Dieu les gloires d'autrefois. Ainsi, le vaste écho de la voix du génie devient du genre humain l'universelle voix de toi. Morte hier, de toi, pauvre Marie, au fond d'une chapelle, il nous reste une croix. Une croix. Et l'oubli. La nuit. Et le silence. Écoutez, c'est le vent. C'est l'océan immense. C'est un pêcheur qui chante au bord du grand chemin. Et de tant de beauté, de gloire et d'espérance, de tant d'accords si doux d'un instrument divin, pas un faible soupir, pas un écho lointain, une croix. Et ton nom gravé sur une pierre, non pas même le tien, mais celui d'un époux, voilà ce qu'après toi tu laisses sur la terre. Et ceux qui t'iront voir en ta maison dernière, n'y trouvant pas ce nom qui fut aimé de nous, ne sauront pour prier où poser les genoux. Oh, Ninette, où sont-ils? Belle muse adorée, ces accents pleins d'amour, de charme et de terreur, qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée, comme un parfum léger sur l'aubépine en fleurs. Ces pleurs, où vibre maintenant cette voix éplorée, cette harpe vivante attachée à ton cœur? N'était-ce pas hier, fille joyeuse et folle, que ta verve railleuse animait Corilla, et que tu nous lançais avec la Rosina, la roulade amoureuse et l'œillade espagnole? Ces pleurs sur tes bras nus quand tu chantais le saule, n'était-ce pas hier, pâle Desdémona? N'était-ce pas hier, qu'enivré et béni, tu traînais à ton char un peuple transporté, et que Londres, Madrid, la France et l'Italie apportaient à tes pieds cet or tant convoité, cet or 2 fois sacré qui payait ton génie, et qu'à tes pieds souvent laissa ta charité? Qu'as-tu fait pour mourir, ô noble créature? Belle image de Dieu qui donnais en chemin aux riches un peu de joie, aux malheureux du pain. Ah, qui donc frappe ainsi dans la mère nature, et quel faucheur, aveugle, affamé de pâture, sur les meilleurs de nous ose porter la main? Ne suffit-il donc pas, à l'angle de ténèbres, qu'à peine de ce temps il nous reste un grand nom? Que Géricault, Cuvier, Schiller,
Goethe et Byron soient endormis d'hier sous la dalle funèbre et que nous ayons vu tant d'autres morts célèbres dans l'abîme entrouverte suivre Napoléon? Nous faut-il perdre encore nos têtes les plus chères et venir en pleurant leur fermer les paupières dès qu'un rayon d'espoir a brillé dans leurs yeux? Le ciel de ces élus devient-il envieux? Ou faut-il croire, hélas, ce que disaient nos pères, que lorsqu'on meurt si jeune, on est aimé des dieux? Hein? Combien depuis peu sont partis pleins de vie? Sous les cyprès anciens, que de saules nouveaux! La cendre de Robert à peine refroidie, Bellini tombe et meurt. Une lente agonie traîne carrelle sanglante à l'éternel repos. Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux. Que nous restera-t-il si l'ombre insatiable, dès que nous bâtissons, vient tout ensevelir? Nous qui sentons déjà le sol si variable, et sur tant de débris marchons vers l'avenir, si le vent sous nos pas balaie ainsi le sable, de quel deuil le Seigneur veut-il donc nous vêtir? Ce qu'il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive, ce n'est pas l'art divin, ni ses savants secrets. Quelque autre étudiera cet art que tu crées? C'est ton âme, Ninette. Ta grandeur naïve, c'est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive, que nul autre après toi ne nous rendra jamais. Il en soutint longtemps la lutte inexorable. Ce fut là ton seul mal, et le secret fardeau sous lequel ton beau corps plia comme un roseau. Il en soutint longtemps la lutte inexorable. C'est le Dieu tout-puissant, c'est la muse implacable qui de ses bras en feu t'a porté au tombeau. Que ne l'étouffais-tu, cette flamme brûlante que ton sein palpitant ne pouvait contenir? Tu vivrais. Tu verrais te suivre et t'applaudir de ce public blasé, la foule indifférente, qui prodigue aujourd'hui sa faveur inconstante à des gens dont pas un, certes, n'en doit mourir. Connaissais-tu si peu l'ingratitude humaine? Quel rêve as-tu donc fait de te tuer pour eux? Quelques bouquets de fleurs te rendaient-ils si vaines pour venir nous verser de vrais pleurs sur la scène, lorsque tant d'histrions et d'artistes fameux couronnés 1000 fois n'en ont pas dans leurs yeux? Que ne détournais-tu la tête pour sourire, comme on en use ici quand on feint d'être ému? Hélas, on t'aimait tant qu'on n'en aurait rien vu. Quand tu chantais la saule, au lieu de ce délire, que ne t'occupais-tu de bien porter ta lyre? La pasta fait ainsi. Que me limitais-tu? Ne savais-tu donc pas, comédienne imprudente, que ces cris insensés qui te sortaient du cœur, de ta joue amaigrie, augmentaient la pâleur? Ne savais-tu donc pas que sur ta tempe ardente, ta main de jour en jour se posait plus tremblante, et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur? Ne sentais-tu donc pas qu'une fatale ivresse berce ta vie errante à ses derniers rameaux? Quand de ceux qui t'aimaient, tu voyais la tristesse, ne sentais-tu donc pas qu'une fatale ivresse berçait ta vie errante à ses derniers rameaux? Oui. Oui, tu le savais. Qu'au sortir du théâtre, un soir, dans ton linceul, il faudrait te coucher. Lorsqu'on te rapportait plus froide que l'albâtre, lorsque le médecin de ta veine bleuâtre regardait, goutte à goutte, un sang noir s'épancher, tu savais quelle main venait de te toucher, oui. Oui, tu le savais. Et que dans cette vie, rien n'est bon que d'aimer, mais de souffrir. Chaque soir, dans tes chants, tu te sentais pas libre. Tu connaissais le monde et la foule et l'envie, et dans ce corps brisé, concentrant ton génie, tu regardais aussi la Malibran mourir. Meurs donc. Ta mort est douce. Ta tâche est remplie. Ce que l'homme ici-bas appelle le génie, c'est le besoin d'aimer. Par-delà, tout est fin. Et puisque tôt ou tard l'amour humain s'oublie, il est d'une grande âme et d'un heureux destin d'expirer comme toi. Pour un amour divin.
Ouais. Parce qu'avant, jamais il a fait une chose pareille. De demander qu'on lui serve son petit déjeuner au lit avec 2 œufs. Ouais. Il est allé faire ça quelque part, à l'appétit qu'il montrait. Et cette histoire d'hôtel, un paquet de mensonges pour me cacher qu'il le faisait. Au fond, je me fiche pas mal maintenant, avec qui il le fait ou qui il a eu avant. Malgré tout ce qu'on raconte, il n'y a que la première fois. Après, ça devient l'ordinaire. Tu le fais, tu ne penses plus. Quelquefois, je voudrais qu'un homme, n'importe lequel, vienne et m'enlace, et m'embrasse. Il n'y a rien de tel qu'un baiser long et chaud qui descend jusqu'à l'âme, vous paralyse presque. Je me demande s'il est réveillé. Et pense à moi. Ou s'il rêve, est-ce de moi? Son haleine sentait une espèce de boisson. Pas du whisky ni de la bière, une sorte de liqueur. J'aimerais goûter de ces boissons de riches à la belle apparence, corsée. La dernière fois qu'on a pris du Porto, je me suis signée. Et j'ai dit un « Je vous salue Marie ». C'était comme un de ces immenses coups de tonnerre à Gibraltar. Que pouvait-on faire d'autre quand ça se roulait de partout? Rien. Sinon, le cierge que j'ai allumé ce soir-là à la chapelle, eh ben ça a porté bonheur. Bien qu'il rigolerait s'il savait. Parce qu'il va jamais à l'église. Il dit, ton âme, t'as pas d'âme là-dedans, seulement de la matière grise. Il a dit que notre Seigneur était charpentier. À la fin, il m'a fait pleurer. J'étais en rage contre moi-même d'avoir cédé. Quoi faire avec un homme pareil? J'aimerais mieux mourir 20 fois que d'en épouser un autre. Bien sûr. Il ne retrouverait jamais une femme comme moi, pour le supporter comme je le fais. 4 ans qui me restent pour avoir 35 ans. Non. Attendez. Qu'est-ce que j'ai exactement? J'aurais... Oh Seigneur, il faut que je m'étire. Bon Dieu! Quelle chaleur il faisait à Gibraltar. C'était marrant. Nos yeux se sont rencontrés. J'ai ressenti un truc, comme plein d'épingles. Mes yeux dansaient. Je me rappelle. J'avais une peau magnifique, avec le soleil. Ouais. Cette couverture me pèse. On n'est jamais bien là où on est. Père, ou tante, ou mariage. Attendre, toujours attendre. Celui qui le guidera vers moi. J'aimerais tellement que quelqu'un m'écrive une lettre d'amour. Vrai ou non? Ça te remplit ta journée et ta vie. Tu peux penser à quelque chose tout le temps et voir tout autour de toi comme un monde nouveau. Bon. Il n'y a rien d'autre à faire pour les hommes, tout est facile. Mais pour une femme, dès que t'es vieille, t'es bonne à être jetée, direct, à la poubelle. J'espère qu'il va pas aller avec ses carabins qui le poussent à s'imaginer qu'il est redevenu jeune. À rentrer à 4 heures du mat, ça doit être, si c'est pas plus.
peuvent bien trouver à bavasser toute la nuit, à gaspiller leur argent, à être de plus en plus sous. Ils pourraient pas boire de l'eau. Puis il va se mettre à nous réclamer des œufs, encore. Dieu sait ce qu'il fait que j'ignore. Et moi, je dois me traîner en bas dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner de son Altesse. Pendant que lui, là, il est entortillé comme une momie, c'est miracle que je ne sois pas devenue une vieille sorcière toute ratatinée, à force de vivre avec lui. Il ne m'embrasse jamais. Ayez des attentions pour eux. Et ils vous traitent comme de la merde. Quoi qu'on dise, ce serait bien mieux si le monde était gouverné par les femmes. Vous verriez pas les femmes s'entretuer et se massacrer. C'est que sans nous, ils seraient pas sur Terre. Du tout. Ils savent pas ce que c'est que d'être une femme. Et une mère. Comment le pourraient-ils? Où seraient-ils tous s'ils n'avaient pas tous eu une mère pour s'occuper d'eux? Ce que moi, j'ai jamais eu. C'est pour ça, j'imagine, qu'il est en train de perdre les pédales et qu'il sort le soir. Eh ben, c'est pathétique que ceux qui ont un fils bien comme lui, ils sont pas satisfaits. Et moi, j'en ai pas. Parce qu'il n'était pas capable d'en faire un. Ça n'a pas été ma faute. On a joui ensemble. Je pense que j'aurais pas dû l'enterrer dans cette petite brassière de laine que j'avais tricotée. Tout en larmes, j'étais. C'était notre premier mort. Aussi, on n'a plus jamais été les mêmes depuis. Je vais arrêter de broyer du noir en pensant encore à ça. Voyons si j'arrive à m'endormir. 1, 2, 3. Vaudrait mieux éteindre cette lampe pour que je puisse me lever tôt demain. J'irai chez la fleuriste. Je lui demanderai qu'elle nous envoie des fleurs pour en mettre un peu partout dans la maison. Je veux mettre de l'ordre, on dirait que la poussière augmente pendant que je dors. On fera de la musique, avec des cigarettes. D'abord, il faut nettoie les touches du piano. Une jolie plante au milieu de la table. J'adore les fleurs. J'adorerais avoir toute la maison nager dans les roses. Dieu du ciel, il n'y a rien comme la nature. Le soleil. Le soleil, c'est pour toi qu'il brille, il me disait. Le jour où je l'ai poussé à me demander en mariage. Ouais. Il y a 16 ans. Mon Dieu. Après ce long baiser, je pourrais presque plus respirer. Ouais. Il a dit que j'étais une fleur de la montagne. Oui. Voilà une chose dans sa vie qu'il a dit qui est vraie. Et le soleil, c'est pour toi qu'il brille aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça qu'il me plaisait. Parce que j'ai bien vu qu'il comprenait, qu'il ressentait. Alors, je lui ai donné tout le plaisir que j'ai pu, jusqu'à ce que je l'amène à me demander de dire... Oui, et au début, je ne voulais pas répondre. Je faisais que regarder le ciel, la mer, cramoisie, quelquefois comme du feu, et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda, et oui, toutes les petites ruelles, les maisons, et Gibraltar. Quand j'étais jeune, une fleur de la montagne.
Ouais, quand je mettais la rose dans les cheveux, comme le faisaient les Adalides. Ou devrais-je en mettre une rouge? Et comment il m'a embrassée sous le mur des morts. Et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre. Et puis, j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore. Oui, et après, il m'a demandé si je voulais oui, ma fleur de la montagne. Oui, et d'abord, je l'ai entouré de mes bras. Oui, comme ça, il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, ouais. Et son cœur battait comme un fou. Et oui, j'ai dit oui. Je veux, oui. Chérie, écoute-moi bien. Dans le peu de défauts dont je suis incapable, compte celui d'une jalousie implacable envers toi. Mon mensonge aimé, qui m'a dompté jusqu'à mettre un tel parangon de vérité que, quand tu sors, belle, habillée, pour des heures, prétexte, fourberie, astuce, feinte, l'heure, tu me dis, je fais une course. Je te crois. La foi du charbonnier m'aime plus qu'en la croix, étant la mienne en toi, certes. Tu peux sans crainte. Ah, tu le sais. Jouer de moi qui te crois sainte. Et quand tu fais semblant d'y en négligé, me narguant d'un « je vais voir des amants que j'ai », alors je ne te crois pas, sûr, certain que tu railles. J'aimerais mieux suivre mes propres funérailles dans un cas de malheur, c'est si je te perdais, que celle de qui me traiterait de dadais, de dupe, et mettrait bien la nuit des félonies. Et je le traînerais, cet être, aux gémonies. Pourtant, prends garde, il n'est pire que l'eau qui dort. J'ai des menaces, et des gestes de mort, par des fois qui ne sont pas plus rares en somme que de droit pour tout homme assumant d'être un homme. La canne d'un cocu va douce à manier. Le revolver n'a rien que puisse renier un monsieur mal luné qu'on n'attendait que guère, et le couteau semble à d'aucuns de bonne guerre s'il s'agit de quelque surprise, prise, mal. Je suis nerveux. Mon pouls ne bat pas très normal. Toi-même, tu pourrais passer pour peu commode. Et la prescription s'absente de ton code. Dame, un malentendu bien vite éclaterait. Non pour la trahison qui se dévoilerait, du moins le crois-je, ainsi, vu mon humeur égale quant aux mœurs, mais bien pour l'espèce de fringale querelleuse, précisément propre à tous deux. Donc, sans être jaloux, tort, mesquin et hideux, je deviens ombrageux comme un cheval de race, pour peu que l'on prête à mon vice, qu'on l'agace. Le coup serait alors, non, pas de m'éviter. Toi surtout que non. Mais bien de me guetter, pour me gâter à l'heure choisie opportune. M'étourdir de baiser jusqu'à m'être importune, jusqu'à m'être opportune encore, sans sourciller, jusqu'à m'en chatouiller, m'en faire bafouiller. Rire hystériquement comme un enfant qui joue. Me distraire en un mot de l'ennui qui me roue,
et me tirer hors de moi du bonhomme nouveau que dès lors me voici peindre l'idée en beau, en rose, et me lâcher, muet tel dans la vie. Je me connais. Ainsi le plan. Fait et dit fini. D'ailleurs, tu me connais aussi. Trop plus que bien même. Et tout secret mien devient vite le tien. C'est terrible. Et logique, et je n'y peux qu'y vaille. Mais il dépend de toi. Sans effort, ni trouvaille, absolument. Étant donné, moi, rien qu'à toi. Moi, t'adorant et te croyant en toutefois. Moi, ta chose et ton bien, qu'on pille et qu'on gaspille. Il dépend de toi, dis-je. Étourdiment gentil et si drôle comme tu l'es lorsque tu veux. Ou sombre en harmonie avec tes noirs cheveux et sérieuse avec l'aide de tes yeux d'ombre. Tes yeux, où des pensées sans fin passent, sans nombre. Si lumineux et si mutin quand il te plaît. Il dépend de toi, je le répète. Il est dans ta main. Preste et leste, et s'il faut lourde, d'assoupir, de magnétiser, de rendre sourde, aveugle et plus crédule encore que jamais, grâce au bon vouloir indolent que j'y mets. Toute velléité mienne de jalousie. Fadin, surpasse-toi. Serre-nous la mieux choisie de tes ruses, dans l'art joli de me duper. Mieux serait pourtant de ne pas me tromper. Écoute-moi bien, chérie. Écoute-moi bien. Je t'aime. Savez-vous ce dont j'ai peur? C'est que si nous continuons comme cela, je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser. Ce serait un beau malheur, dit-elle. Je n'obéis pas tout de suite à cette invitation. Un autre lui-même put trouver superflu, car Albertine avait une prononciation si charnelle, si douce, que rien qu'en vous parlant, elle semblait vous embrasser. Une parole d'elle était une faveur, et sa conversation vous couvrait de baisers. Pourtant, elle m'était bien agréable, cette invitation. Elle me l'eût été aussi d'une autre jolie fille du même âge, mais qu'Albertine me fut maintenant si facile, cela me causait plus que du plaisir. Une confrontation d'images empreintes de beauté. Je revoyais Albertine d'abord devant la plage, presque peinte sur le fond de la mer, n'ayant pas pour moi une existence plus réelle que ces visions de théâtre où on ne sait jamais si on a affaire à l'actrice qui est censée apparaître, à une figurante qui la double à ce moment-là, ou à une simple projection. Puis, la femme vraie s'était détachée du faisceau lumineux. Elle était venue à moi, mais simplement pour que je puisse m'apercevoir qu'elle n'avait nullement dans le monde réel cette facilité amoureuse qu'on lui supposait dans le tableau magique. J'avais appris qu'il n'était pas possible de la toucher, de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causer avec elle, que pour moi, elle n'était pas une femme plus que des raisins de jade, décoration incomestible des tables d'autrefois, ne sont des raisins. Et voici que dans un troisième plan, elle m'apparaissait réelle, comme dans la seconde connaissance que j'avais eue d'elle, mais facile comme dans la première. Facile. Et d'autant plus délicieusement que j'avais longtemps cru qu'elle ne l'était pas.
Que peut-on affirmer? Puisque ce qu'on a cru probable d'abord s'est montré ensuite faux, et se trouve en troisième lieu être vrai. En tout cas, même s'il n'y avait pas eu l'attrait de cet enseignement romanesque d'une plus grande richesse de plans découverts l'un après l'autre par la vie, savoir qu'embrasser les joues d'Albertine était une chose possible, c'était pour moi un plaisir peut-être encore plus grand que celui de les embrasser. Baiser, au lieu des joues de la première venue, si fraîche soit-elle, mais anonyme, sans prestige, sans secret, celle auquel j'avais si longtemps rêvé, serait connaître la saveur, le goût d'une couleur bien souvent regardée. On avait une femme, simple image dans le décor de la vie, comme Albertine profilée sur la mer, et puis cette image, on peut la détacher, la mettre près de soi, voir peu à peu varier son volume, ses couleurs, comme si on l'avait fait passer derrière les verres d'un stéréoscope. Approcher, connaître, conquérir, c'est faire varier de forme, de grandeur, de relief l'image humaine. C'est une leçon de relativisme dans l'appréciation d'un corps. D'autre part, Albertine tenait, liée autour d'elle, toutes les impressions d'une série maritime qui m'était particulièrement chère. Il me semblait que j'aurais, sur les deux joues de la jeune fille, embrassé toute la plage de Balbec. Si vraiment vous permettez que je vous embrasse, j'aimerais mieux remettre cela à plus tard et bien choisir mon moment. Seulement, il ne faudrait pas que vous oubliez que vous m'avez permis. Il me faut un bon pour un baiser. Faut-il que je le signe? Mais si je le prenais tout de suite, en enrageant tout de même plus tard, vous m'amusez avec vos bons, je vous en referai de temps en temps. J'aurais bien voulu, avant de l'embrasser, pouvoir la remplir à nouveau du mystère qu'elle avait pour moi sur la plage avant que je la connusse. Retrouver en elle le pays où elle avait vécu auparavant. À sa place, du moins si je ne le connaissais pas, je pouvais insinuer tous les souvenirs de notre vie à Balbec. Le bruit des flots déferlant sous ma fenêtre, les cris des enfants. Mais en laissant glisser mon regard sur le beau globe rose de ses joues, dont la surface doucement incurvée venait mourir au pied des premiers plissements de ces beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées, je dus me dire, enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres. Je croyais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle, parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels. Et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. Cet organe absent, il est suppléé par les lèvres. Et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser sa bien-aimée avec une défense de cornes. Mais les lèvres, faites pour amener la saveur au palais de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur, sans avouer leur déception, de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir. Car dans cette zone désolée, où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules. Le regard, puis l'odorat, les ont depuis longtemps abandonnées. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes yeux lui proposaient d'embrasser, ceux-ci se déplaçant, virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près, comme à la loupe, montra dans ses gros grains une robustesse qui modifia le caractère de la figure. De même qu'à Balbec, Albertine m'avait paru souvent différente. Là, maintenant, dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue, c'est 10 Albertines que je vis.
Cette jeune fille étant comme une déesse à plusieurs têtes. Celle que j'avais vue en dernier, si je tentais de m'approcher d'elle, en faisait place à une autre. Sa tête, du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, je la voyais. Un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi. Mais hélas, car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres mal faites. Tout d'un coup, mes yeux cessèrent de voir. À son tour, mon nez s'écrasant ne perçut plus aucune odeur. Et sans connaître pour cela davantage le goût de la rose désirée, j'appris, à ces détestables signes, qu'enfin j'étais en train d'embrasser les joues d'Albertine. Au volant de la Chevrolet sur la route de Sintra. Au clair de lune, et comme en songe, sur la route déserte. Tout seul, je conduis. Je conduis presque lentement, mais un peu. Il me semble, je me force un peu pour qu'il me semble, que je suis une autre route, un autre songe, un autre monde, que je la suis sans avoir quitté Lisbonne ou sans avoir à gagner Sintra, que je poursuis. Mais qui aura-t-il à poursuivre sinon que de ne pas s'arrêter mais aller de l'avant? Je vais passer la nuit à Sintra, puisque je ne puis la passer à Lisbonne. Mais en arrivant à Sintra, je regretterai de n'être pas resté à Lisbonne. Toujours cette inquiétude immotivée, sans raison, sans conséquence, toujours. Cette excessive angoisse de l'esprit pour un rien. Sur la route de Sintra, sur la route du songe, sur la route de la vie. Docile à mes saccades subconscientes du volant, bondit sous moi et avec moi l'automobile qu'on m'a prêtée. Je souris du symbole, en y songeant, et en tournant à droite. Que de choses prêtées sur lesquelles je circule en ce monde. Que de choses prêtées, je conduis comme mienne. Tout ce qu'on m'a prêté, pauvre de moi, c'est là, mon être même. À gauche, la masure. Oui, la masure. Au bord du chemin. À droite, la rase campagne, avec la lune au loin. L'automobile qui tout à l'heure semblait me libérer est maintenant une chose où je suis enfermé. Que je ne puis conduire que si j'y suis enfermé. Que je ne domine que si elle est mon contenant et moi son contenu. En arrière à gauche, la masure modeste. Plus que modeste. La vie doit y être heureuse. Uniquement parce qu'elle n'est pas à moi. Si
quelqu'un m'a vu de la fenêtre de la masure, il doit songer, c'est celui-là qui est heureux. Peut-être pour l'enfant qui a regardé derrière la vitre de la fenêtre de l'étage, suis-je resté avec l'automobile d'emprunt comme un songe, comme une fée, en chair et en os. Peut-être pour la jeune fille qui a regardé, en entendant le moteur par la fenêtre de la cuisine sur le parquet du rez-de-chaussée, tiendrai-je du prince qui sommeille en tout cœur de jeune fille. Et elle va me regarder du biais, par la vitre, jusqu'au tournant, où je me suis perdu. Aurais-je laissé des songes derrière moi, ou c'est l'automobile d'emprunt qui les a laissés? Moi, chauffeur de l'automobile d'emprunt, ou l'automobile d'emprunt que je conduis? Sur la route de Sintra, au clair de lune, dans la tristesse, devant la campagne et la nuit, tout en conduisant la Chevrolet d'emprunt à tombeau ouvert, je me perds sur la route future, je me dissipe dans la distance que j'atteins, et en un désir terrible, subit, violent, inconcevable, j'accélère, mais mon cœur est resté sur le tas de cailloux que j'ai évité en le voyant sans le voir, à la porte de la masure, mon cœur vide, mon cœur insatisfait, mon cœur plus humain que moi, plus réglé que la vie. Sur la route de Sintra, tout près de minuit, au volant, au clair de lune, sur la route de Sintra, quelle lassitude de ma propre imagination! Sur la route de Sintra, de plus en plus près de Sintra, sur la route de Sintra, de moins en moins proche de moi. Je suis parvenu subitement, aujourd'hui, à une impression absurde et juste. Je me suis rendu compte en un éclair que je ne suis personne. Absolument personne. Quand cet éclair a brillé, là où je croyais que se trouvait une ville, s'étendait une plaine déserte. Et la lumière sinistre qui m'a montré à moi-même ne m'a révélé nul ciel s'étendant au-dessus. On m'a volé le pouvoir d'être avant même que le monde fût. Si j'ai été contraint de me réincarner, ce fut sans moi-même. Sans que je me sois, moi, réincarné. Je suis les faubourgs d'une ville qui n'existe pas. Le commentaire prolixe d'un livre que nul n'a jamais écrit. Je ne suis personne. Personne. Je suis le personnage d'un roman qui reste encore à écrire. Et je flotte, aérien, dispersé sans avoir été parmi les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever. Je pense. Je pense sans cesse, mais ma pensée ne contient pas de raisonnement, mon émotion ne contient pas d'émotion. Je tombe sans fin. Du fond de la trappe située tout là-haut, à travers l'espace infini, dans une chute qui ne suit aucune direction, infinie, multiple et vide. Mon âme est un maelstrom noir.
Vaste vertige tournoyant autour du vide. Mouvement d'un océan infini autour d'un trou dans du rien. Et moi, ce qui est réellement moi, je suis le centre de tout cela, un centre qui n'existe pas si ce n'est par une géométrie de l'abîme. Et dans toutes ces eaux, qui sont un tournoiement bien plus que de l'eau, nagent les images de tout ce que j'ai vu et entendu dans le monde, des fils, des maisons, des visages, des livres, des caisses, des lambeaux de musique et des syllabes éparses dans un tourbillon sinistre et sans fin. Et moi, ce qui est réellement moi, je suis le vide autour duquel ce mouvement tournoie sans autre but que de tournoyer et sans exister par lui-même, sinon par la raison que tout cercle possède un centre. Moi, ce qui est réellement moi, je suis le puits sans paroi, mais avec la viscosité des parois. Pouvoir savoir penser, pouvoir savoir sentir. Je me suis créé écho et abîme en pensant. Je me suis multiplié en m'approfondissant. L'épisode le plus minime. Un changement né de la lumière, la chute enroulée d'une feuille, un pétale jauni qui se détache, une voix de l'autre côté du mur, ou les pas d'une personne qui parle auprès d'une autre qui probablement l'écoute. Le portail entrebâillé sur le vieux jardin. Le patio, découvrant ses arcades parmi les maisons se pressant sous la lune. Toutes ces choses qui ne m'appartiennent pas retiennent ma méditation sensible parmi les liens de la résonance et de la nostalgie. Dans chacune de ces sensations, je suis autre. Je me renouvelle douloureusement à chaque impression indéfinie. Je me dilapide en renoncement. Je suis autre dans la façon même dont je suis moi. J'ai créé en moi diverses personnalités. Je crée ces personnalités sans arrêt. Chacun de mes rêves se trouve immanquablement, dès qu'il est rêvé, incarné par quelqu'un d'autre qui se met à le rêver lui, et non plus moi. Pour me créer, je me suis détruit. Je me suis tellement intériorisé au-dedans de moi-même qu'intérieurement, je n'existe plus qu'extérieurement. Je suis la scène vivante où passent divers acteurs jouant diverses pièces. Vivre, c'est être un autre. Et sentir n'est pas sentir si l'on sent aujourd'hui comme on a senti hier. Sentir aujourd'hui la même chose que l'on a senti hier, ce n'est pas sentir, c'est se souvenir aujourd'hui de ce qu'on a ressenti hier. C'est être aujourd'hui le vivant cadavre de ce que fut hier, la vie désormais perdue, tout effacé sur le tableau. Du jour au lendemain, se retrouver neuf à chaque aurore dans une revirginité perpétuelle de l'émotion. Voilà. Et voilà seulement ce qui vaut la peine d'être ou d'avoir, pour être ou avoir ce qu'imparfaitement nous sommes. Cette aurore est la première du monde. Jamais cette teinte rosée, tirant doucement vers le jaune puis au blanc chaud, ne s'est ainsi posée sur ce visage que les maisons des pentes ouest, avec leurs vitres comme des milliers d'yeux, offrent à la lumière qui s'en vient dans le silence naissant.
C'est un fait assez commun que de s'entendre appeler par son nom. Qui de nous n'a pas éprouvé un saisissement de cet ordre en s'entendant nommer, alors qu'il se trouvait seul? Et en tout cas éloigné de gens qui l'eussent pu interpeller. Ce fait, assez commun, je le répète, m'arriva fréquemment. Dans mon enfance, je tressaillais chaque jour à l'appel d'une voix, à la fois lointaine et proche. Lointaine parce qu'elle venait des confins du monde réel, proche parce qu'elle articulait mon nom dans mon propre silence. Aujourd'hui, ce fait se produit encore, bien que plus rarement. La chose vient même de m'arriver, et dans des circonstances rien de moins que curieuses, que je veux relater cette fois, mais telle est mon humeur que je ne puis tout de suite en commencer le récit. Il est prudent de ne voir en ces mystérieux appels que des mystifications sensorielles. À quoi les êtres raisonnables et bien portants auraient tort de prêter attention. C'est qu'il doit subsister par l'espace des syllabes ou des sons et par des déchets d'harmonie, des fragments de phrases musicales, poussières sonores, qu'une oreille trop sensible ou anormalement conformée capte soudain. Ces hallucinations de Louis, je le sais pertinemment, n'ont d'autre cause que la fatigue organique, la névrose. Il n'empêche que, si vous me regardez vivre, vous me verrez souvent sursauter. C'était en décembre dernier. À l'heure équivoque où mon faubourg s'illumine de tous ses feux, la brève journée pas encore échue. Le sol était luisant, sur quoi les passants glissaient, comme sur des miroirs graisseux, doublés de leur ombre. Et la douceur inhabituelle de la température en ce début d'hiver incitait la foule à la flânerie. En revenant de mon bureau, j'étais accoutumée, avant de m'enfermer dans mon logis austère, de me perdre dans cette foule vespérale et de me laisser déporter dans sa lente coulée. Je m'étonnais de la douceur de l'air, un air immobile et chargé de brume, qui annonçait quelques variations météoriques. Le brouillard. Quel hypocrite. Maléfique compagnon de route, il sait qu'on le redoute, ce porteur de contagion. Il use de mille ruses pour vous surprendre. Vous pensez le devancer, et il trouve un raccourci pour vous rejoindre. On ne lui échappe qu'en lui claquant une porte à la figure, la porte qu'il ne franchira pas avec vous. Ceux qui vont dans le brouillard ont souvent l'impression de circuler comme dans un songe. Et c'est ce que devaient ressentir les funambulesques passants que je croisais. Pour moi, j'éprouvais plutôt la sensation d'avancer dans l'eau, ou tout du moins dans un terrain en état de liquéfaction. Il me pressait de retrouver ma chambre, ce phare éteint où je vivais au-dessus de toute chose et du temps. Je me précipitais dans le dernier tronçon de la rue, je n'avais pas couru 3 mètres que je m'arrêtais, les jambes cinglées. On m'avait appelé ? Mon nom.
sans erreur possible, venait de retentir dans l'espace. Je scrutais les opacités mouvantes qui m'enveloppaient. Personne de visible. Pas un passant. Ni l'ombre d'un passant. Pas un chien. Je frottais mes oreilles humides et je repris ma course. Et là de nouveau. Virant sur mes talons, je fis face à cette voix formelle qui ne résonnait pas que dans ma tête. Bon, j'ai l'habitude de ces voix inopportunes. Je n'ai pas à m'inquiéter de cet appel. Je ne dois de compte ni d'explication à quiconque. Je n'ai pas d'amis dans cette ville. J'allais mon chemin d'un pas que j'aurais voulu rapide, mais le brouillard s'épaississait encore. On n'y voyait plus. J'écartais des houles de buée, je naviguais les deux bras ramant dans une mer droite. Les façades étaient de carton détrempé et les pavés glissants, comme plaqués de mousse. Je ne croisais plus personne. Et je me crus une aveugle réalisant sa route et qui compte les enjambées. La vie humaine avait disparu de ce coin du monde, de ce faubourg, où je devinais quelque part ce lieu magnétique qui m'aimantait, ma demeure. Seule, je l'étais si parfaitement que j'avais retrouvé mon sang-froid. Ma confiance fut de courte durée. Je n'étais pas seule. Que j'arriverais jusqu'à ma demeure, je n'en doutais plus, mais je craignais de ne pas y arriver seule. Quelqu'un me suivait. Le brouillard était-il devenu un personnage à qui déjà j'avais prêté une voix? Ma respiration devenait haletante, des souffles chauds me passaient dans la nuque et je ne pensais pas à cet instant que ce pouvait être la fièvre allumée en moi par cette course absurde. Malade ou pas, il était urgent que je me misse à l'abri car les pas du poursuivant claquaient plus près des miens, toujours. Enfin, je m'affalais à bout de force contre la massive porte qui défend ma demeure. Les pas clapotaient très proches. Pas d'ivrogne, irrégulier, rendant le bruit connu d'une langue de chien lapant de l'eau. En un éclair montagne, l'image d'une bête s'imposa. N'avais-je pas été prise en course par un grand chien obstiné? Comme je me posais la question, une ombre accourait le long des façades dans un élan désespéré. C'était cela? Une bête, non pas un homme? Ou alors un compromis entre la bête et l'homme? Je ne voulus plus savoir davantage et sautant à l'intérieur, je rejetai avec force la lourde et sombre porte dont le choc propagea un tonnerre dans ma demeure et... J'étais sauve. Quant à mon corps, mon visage et mes mains flambaient. J'attendis que ma respiration reprît son rythme normal, alors j'écoutais, collé contre la porte. Ce qui porta mon angoisse à son comble fut finalement l'immense silence dans lequel je fus subitement tombée. C'est à cause de ce silence que je l'entendis, la voix qui m'appelait pour la 3e fois. Elle grinçait sous la porte. C'est que cette fois, je la reconnaissais et savais enfin de quelle bouche elle jaillissait. Elle n'était ni la voix d'un vieillard, ni d'un enfant, ni d'une femme, ni d'un homme, ni de personne, ni de rien de vivant. Elle était la voix d'un être disparu depuis 20 ans.